Donc, essayez d'être à l'heure, d'accord? Ne faites pas de retard. Essayez d'être matinal. Aujourd'hui, on va voir ensemble, donc j'ai choisi de vous faire les deux cours, les deux associations, HTA et diabète, HTA diabète, avec la grossesse, d'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des points communs. C'est des GHR, c'est-à-dire des grossesses à haut risque. GHR, c'est grossesse à haut risque, à la fois materno-fœtale, d'accord? C'est le point commun entre ces deux associations. On va commencer tout d'abord avec l'HTA. Normalement, vous avez fait le module d'endocrino, donc on va pas trouver de difficulté avec le diabète. On va juste détailler les particularités ou bien chez la femme enceinte et au cours de la grossesse. D'accord? Donc on va commencer par l'HTA. Vous entendez bien? Très bien. Donc, tout d'abord, quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours? Pourquoi on étudie l'association entre HTA et grossesse? Normalement, au terme de ce cours, l'étudiant pourra savoir faire le diagnostic d'une HTA gravidique, d'accord? Il va savoir également faire la classification de cette HTA. Il doit connaître les éléments de gravité de l'HTA gravidique ou bien de la pré-éclampsie. Bien sûr, quels sont les éléments? Il doit savoir les éléments de surveillance materno-fœtale au cours de la grossesse et les éléments de prise en charge au cours de l'accouchement et dans le postpartum. D'accord? Notre surveillance va se prolonger même après l'accouchement. On va définir les particularités de postpartum chez la femme qui a présenté un problème d'HTA au cours de la grossesse. C'est clair? Donc, faire le diagnostic, classer l'HTA, les éléments de gravité, c'est très important. Quels sont les éléments? Comment surveiller une femme qui a une HTA gravidique? La prise en charge de l'accouchement, bien sûr, c'est la voie d'accouchement. Et les particularités du postpartum, contraception, etc. On va commencer d'abord par les définitions. Donc, c'est une association qui est fréquente. C'est la première cause de morbidité et de mortalité à la fois materno-fœtale. Donc, elle va toucher le versant maternel et le versant fœtal. D'accord? On va voir au fur et à mesure le retentissement. Tout d'abord, on a des classes, on va définir la classe de l'HTA. Vous avez l'HTA gravidique, on dit l'HTA gravidique est définie comme étant une hypertension artérielle apparue après 20 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire au cours de la deuxième moitié de la grossesse. C'est très important. D'accord? Deuxièmement, vous avez la prééclampsie. La prééclampsie, c'est une association entre HTA gravidique ou bien chiffre tensionnel. L'HTA, c'est quoi? C'est des chiffres tensionnels élevés. Donc, chiffre tensionnel élevé supérieur à 14 et ou 9. Donc, 140 mm de mercure pour la systolique et 90 mm pour la diastolique. Et ou. D'accord? Ou bien les deux, ou bien l'un des deux. C'est clair, c'est ça la définition de l'HTA. Lorsqu'elle est associée à une protéinurie significative, c'est-à-dire un taux de protéines qui est élevé au niveau des urines, on va définir la prééclampsie. Donc le seuil pour parler d'une prééclampsie, c'est 300 mg par 24 heures. Donc le seuil, il est différent du sujet normal, parce que vous allez trouver sur les normes des labos, par exemple, si vous prenez un bilan, vous lisez les normes de la protéinurie, vous allez trouver 150. 150, c'est le sujet normal, c'est pas la femme enceinte. La femme enceinte, c'est 300 mg 24 heures. C'est clair jusque-là? Donc l'HTA, c'est des chiffres gravidiques, c'est des chiffres tensionnels élevés après 20 semaines d'aménorrhée. La prééclampsie, c'est la présence d'une protéinurie significative. L'HTA chronique, cette fois-ci, c'est une femme qui est connue comme hypertendue. D'accord? C'est une femme déjà sous traitement, suivie par un cardiologue, qui va tomber enceinte. D'accord? C'est une HTA qui est chronique. Quatrièmement, vous allez avoir une HTA chronique avec une prééclampsie surajoutée. C'est-à-dire quoi? Vous allez avoir l'apparition de chiffres élevés de protéinurie au cours de la grossesse. Elle est déjà hypertendue, elle est sous traitement. Par la suite, au cours de la grossesse, lorsque vous demandez votre protéinurie de 24 heures, vous allez trouver un chiffre qui est supérieur au seuil de 300 mg. C'est clair? Oui? Oui, on va parler de ça par la suite. Elle devient chronique dans le postpartum si elle persiste plus de 6 semaines,
d'accord, c'est très important, on va parler d'HTIA chronique. D'accord? Une HTIA qui apparaît au cours des premiers mois de la grossesse, c'est une HTIA chronique, c'est pas gravidique. On va voir par la suite pourquoi, parce que ça rentre dans la physiopathe, rapidement. Ça, c'est les définitions, en fait. C'est les définitions des différentes entités. Le Collège américain des gynécologues obstétriciens a fait une classification. Une autre classification, d'accord? Ça, c'est les définitions des différentes entités. Donc, cette classification, c'est quoi? Il parle de toxémie gravidique ou bien de dysgravidie. C'est une forme, donc, qui est propre à la femme jeune, qui est primigène, c'est sa première grossesse, d'accord, qui va présenter des chiffres tensionnels élevés au cours de la deuxième moitié de la grossesse, et sa HTIA va disparaître dans le postpartum. C'est très important. D'accord? C'est la première classe. C'est la toxémie gravidique qui est propre à la femme jeune, sans antécédents pathologiques particuliers, qui va présenter des chiffres tensionnels élevés après 20 semaines d'aménorrhée et qui va disparaître dans le postpartum. Deuxième entité, c'est l'HTIA chronique. On a déjà parlé de ça. Ils ont juste fait une classification. Ça, c'est les définitions. D'accord? Ils ont classé l'HTIA chronique. C'est une femme déjà connue, hypertendue, sous traitement, qui va tomber enceinte. D'accord? Et l'HTIA va persister, bien sûr, dans le postpartum, parce que c'est une HTIA chronique. C'est simple. Vous avez HTIA. La troisième classe, c'est HTIA chronique. Rapidement. C'est l'HTIA chronique avec une prééclampsie surajoutée. C'est-à-dire, elle a des chiffres tensionnels élevés, déjà traités, elle va développer une protéinurie significative au cours de la grossesse. La quatrième classe, c'est une HTIA récidivante au cours de chaque grossesse. D'accord? C'est-à-dire, la femme, elle va tomber enceinte, elle va faire une HTIA gravidique, dans l'intervalle, qui va disparaître après l'accouchement. Elle tombe enceinte une deuxième fois, la même chose, elle va faire une HTIA gravidique qui va disparaître dans le postpartum. C'est la classe 4. C'est juste une classification qui a été élaborée par le Collège américain des gynéco-obstétriciens. Mais l'essentiel, c'est les définitions. D'accord? Le délai de 6 semaines, il est très important pour classer gravidique ou bien chronique. Si elle persiste, c'est une HTIA chronique. Si elle va disparaître, on va parler d'HTIA gravidique. C'est clair? C'est clair ou pas? Très bien. Normalement, c'est simple. La physiopathe. En fait, la cause exacte de la prééclampsie, elle reste inconnue. C'est un peu vaste. D'accord? La physiopathe, elle est un peu vague. Mais l'essentiel pour nous, le point de départ, ou bien le primum movens de cette HTIA gravidique, ou bien de cette prééclampsie, c'est une anomalie de la placentation. D'accord? C'est quoi la placentation? C'est quoi la placentation? Comme son nom l'indique. Placentation, formation du placenta. D'accord? Elle va s'effectuer au cours du premier trimestre. D'accord? À partir de la 8e semaine d'aménorrhée, vous allez avoir ce qu'on appelle les phénomènes de placentation, ou bien au cours de ces phénomènes, vous allez avoir une invasion. Il n'y a pas de feutre, il n'y a pas d'espace pour dessiner sur le tableau. Donc, au cours de cette placentation, vous allez avoir une invasion des artérioles spiralées, bien les vaisseaux utérins. Essayez de bien suivre. Les vaisseaux de l'utérus, les vaisseaux utérins. Les artérioles spirales, c'est des vaisseaux. Normalement, ils ont une paroi qui est musculo-élastique. D'accord? C'est clair. Les vaisseaux, normalement, dans leur constitution, il y a des constitutions musculo-élastiques. Ces constitutions vont permettre quoi? Ils vont permettre la vasoconstriction, vasodilatation. Rapidement, s'il vous plaît. Donc, ces éléments musculo-élastiques vont permettre au vaisseau de faire une vasoconstriction, vasodilatation. D'accord? Le placenta, c'est l'organe d'échange entre la maman et le fœtus. Ces vaisseaux doivent garder un bon calibre, un diamètre constant au cours de la grossesse pour permettre une bonne perfusion de l'unité utéroplacentaire. C'est clair? Donc le vaisseau ne doit pas faire de vasoconstriction, vasodilatation parce que ça va perturber donc les échanges materno-fœtaux. Il doit garder un bon calibre, un diamètre constant. C'est-à-dire ce vaisseau doit être insensible aux différents stimuli périphériques qui sont le système rénine-angiotensine-aldostérone et la noradrénaline. Vous les connaissez normalement. C'est un prérequis, c'est la physiopathe. Donc, le système rénine-angiotensine va entraîner quoi?
Vasoconstriction. Lorsqu'il y a une vasoconstriction, vous allez avoir une diminution du débit sanguin, de la perfusion de l'unité utéroplacentaire, qui va retentir par la suite sur la croissance de votre fœtus. Ça va entraîner une souffrance chronique. C'est ça le point de départ de la prééclampsie. Donc, au cours de la grossesse normale, il y a un phénomène qu'on appelle invasion trophoblastique. Les éléments du trophoblast, c'est les cellules qui entourent l'embryon. Ils vont faire une invasion. Ils vont envahir ces vaisseaux. Ils vont entraîner la destruction de cette couche musculo-élastique. Ils vont la détruire. Donc, quel objectif? C'est de rendre ce vaisseau, donc, insensible aux stimuli périphériques. Il va plus, donc, répondre au système rénine, angiotensine, aldostérone ou bien à la noradrénaline. C'est-à-dire, il va garder un diamètre ou bien un calibre constant permettant une bonne perfusion de l'unité utéroplacentaire. C'est clair? C'est simple. C'est un phénomène purement physiologique. Lors de la prééclampsie, ce phénomène va faire défaut. C'est-à-dire, vous allez avoir une anomalie de cette placentation et les vaisseaux vont garder leur propriété vasomotrice, d'accord? Vous allez avoir vasoconstriction, vasodilatation, donc perturbation des échanges utéroplacentaires. C'est clair. Le placenta, c'est l'intermédiaire, c'est l'organe de nutrition. C'est un organe également endocrine. C'est un organe endocrine qui va également permettre la sécrétion de la progestérone, d'accord? La progestérone, elle est sécrétée à des taux natriurétiques. C'est-à-dire, il va s'opposer à l'action du système rénine, angiotensine, aldostérone. Le placenta va sécréter également des prostacyclines. D'accord? Il va sécréter des prostaglandines vasodilatatrices, toujours dans le but d'éviter la survenue de cet HTA. Lorsque cet organe est mal irrigué, un organe mal irrigué, il va souffrir. Vous allez avoir une ischémie. Donc l'ischémie de ce placenta va avoir un retentissement général, à la fois materno-fœtal. D'accord? Donc, l'ischémie placentaire va être responsable de la diminution des prostaglandines, d'accord? Vasodilatatrice, donc vous allez avoir vasoconstriction, essayez de bien suivre. Le placenta sécrète de la progestérone, prostaglandine vasodilatatrice et prostacycline. Les prostacyclines ont une action anti-agrégant plaquettaire. D'accord? On va voir vers la fin du cours, c'est pour ça on va faire la prescription de l'aspirine ou l'aspégique à des doses anti-agrégants plaquettaires comme prévention de cette HTA gravidique. D'accord? Donc, placenta sécrète de la progestérone, prostaglandine vasodilatatrice et prostacycline. Lorsque cet organe est ischémié par défaut de perfusion, il va perdre ses fonctions, c'est ça. Ces fonctions vont être perturbées. Il y aura plus de sécrétion, donc de prostacycline, activation des plaquettes, phénomène de CIVD. Vous allez avoir également l'augmentation des thromboxanes. Normalement, les prostacyclines vont s'opposer à l'action du thromboxane. Si vous n'avez pas de prostacycline, le thromboxane va exercer son action, d'accord, sans limitation interne également. C'est clair? Et vous allez avoir une souffrance multiviscérale. Vous allez avoir des lésions vasculaires parce que cette ischémie va entraîner également la libération de métabolites toxiques. L'ischémie d'un organe, vous allez avoir libération de métabolites toxiques, radicaux libres dans la circulation, et vous allez avoir un retentissement au niveau du foie, au niveau du rein et au niveau du cerveau. Essayez de bien comprendre, parce que par la suite, on va déduire quelles sont les complications. Au niveau du rein, lorsque vous allez vous avez l'activation du système rénine, angiotensine, aldostérone, diminution de la filtration glomérulaire, donc la vasoconstriction. S'il n'y a pas de limitation interne, vous allez avoir vasoconstriction. Donc activation système rénine, angiotensine, rétention hydrosodée. Cliniquement, va se manifester par les œdèmes. Très bien. Donc, œdème lorsque le phénomène s'accentue, vous allez avoir même une oligurie, la diminution de la quantité des urines. Au niveau du foie, vous allez avoir ce qu'on appelle le HELP syndrome. C'est la souffrance viscérale. En fait, la prééclampsie va entraîner une souffrance multiviscérale. Au niveau du foie, c'est un HELP syndrome qu'on va détailler par la suite. Il va se manifester par une cytolyse, hémolyse et thrombopénie. Au niveau rénal, on a dit c'est l'insuffisance rénale. Le stade ultime, on va arriver à une insuffisance rénale. Et au niveau du cerveau, les vasospasmes avec œdème vasculaire avec un œdème cérébral, va entraîner l'apparition d'une crise d'éclampsie. C'est clair? Oui ou non? Je peux avancer? Sûr? Très bien. Donc, on va
encore revenir sur ça au cours des complications. Mais en général, le point de départ, l'essentiel pour vous, c'est cette ischémie placentaire qui va déclencher l'ensemble de ces phénomènes. Cette ischémie placentaire, je reviens au haut, l'origine, elle peut être immunologique. En général, c'est le cas de la femme qui est jeune, sans antécédents, qui va donc avec une faible exposition, on dit faible exposition au sperme du mari. Donc juste, elle est mariée, elle va tomber enceinte. Il y a une faible exposition. Ça peut déclencher des phénomènes immunologiques. Ces phénomènes immunologiques vont être responsables d'une anomalie de la placentation. C'est décrit, d'accord? Vous avez également les lésions vasculaires chroniques. Certaines pathologies vasculaires également prédisposent à l'HTIA. Par quel mécanisme? Par exemple, le diabète. Le diabète, il y a des lésions vasculaires. Vous avez fait l'endocrino. Les lésions des vaisseaux, donc c'est des vaisseaux qui sont lésés. Donc ils vont assurer une mauvaise perfusion lorsque votre vaisseau est de mauvaise qualité. Donc le débit de perfusion utéroplacentaire va être diminué et vous allez tomber la même chose dans l'ischémie placentaire. C'est le cas de l'HTIA chronique, du diabète, des problèmes bien sûr de tabagisme, hypercholestérolémie, etc. Et vous avez également un autre mécanisme physiopathe, c'est un mécanisme qui est purement mécanique, qui se voit chez les femmes qui ont par exemple des grossesses multiples, c'est-à-dire grossesse gémellaire, 2 bébés, 3 bébés. Votre utérus, il est surdistendu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprimer la veine cave inférieure. Donc il va diminuer quoi? Le retour veineux. Par la suite, vous allez avoir diminution de la perfusion de l'unité utéroplacentaire. Le même cas pour l'hydramnios. L'hydramnios, c'est un excès de liquide. Donc, toutes les étiologies, ou bien toutes les causes qui vont entraîner une surdistension utérine, avec compression des gros vaisseaux, va retentir donc sur la perfusion de l'unité utéroplacentaire. C'est des causes purement mécaniques cette fois-ci. D'accord? C'est pas des lésions vasculaires, c'est des causes mécaniques. Pourquoi? Vous allez voir par la suite. Dans le traitement de votre HTIA gravidique, la première des choses, on va commencer par les mesures hygiéno-diététiques. On va conseiller un repos en quel côté? Le côté gauche ou bien le côté droit? Gauche. Pourquoi? Toujours pour décomprimer, faire une décompression donc de la veine cave et favoriser le retour veineux et par conséquent favoriser la perfusion de l'unité utéroplacentaire. D'accord? C'est pour ça on va conseiller aux femmes de faire un repos en DLG, décubitus latéral gauche. C'est clair? C'est clair, oui ou non? N'hésitez pas à poser des questions, j'ai pas de problème. Mais l'essentiel pour vous, le point de départ, c'est l'ischémie placentaire. C'est l'anomalie de la placentation, d'accord? Une placentation défectueuse, donc mauvaise perfusion de l'unité utéroplacentaire, par conséquent ischémie de l'organe, qui est le placenta. Cet organe ne va pas bien fonctionner. Cet organe, c'est un organe qui est endocrine. Il va sécréter des prostaglandines vasodilatatrices qui vont s'opposer au système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, lorsqu'il n'y a pas de prostaglandine vasodilatatrice, l'angiotensine va exercer son action sans limitation interne. D'accord? Il va exercer librement sa fonction. Il va entraîner une vasoconstriction périphérique. Conséquence, l'HTIA. La première conséquence, c'est l'HTIA. Au niveau rénal, diminution de la filtration glomérulaire et par contre, rétention hydrosodée. Au niveau cérébral, la même chose, c'est le vasospasme. Au stade ultime, vous pouvez avoir l'installation d'une crise éclampsie. Et au niveau du foie, l'ischémie de l'organe également va se manifester par une cytolyse hépatique. C'est le HELP syndrome. C'est une souffrance multiviscérale. D'accord? C'est clair? J'ai essayé de simplifier au maximum. Donc, on a parlé déjà du diagnostic. Donc, pour parler d'une HTIA, pour diagnostiquer l'HTIA, c'est des chiffres élevés, plus de 14 et ou 9. D'accord? La prise doit être faite au repos, d'accord? 20 minutes de repos aux 2 bras, à distance également de l'examen gynécologique. Ne faites pas de toucher vaginal, puis prendre une tension artérielle, quand même. Donc, il faut laisser votre gestante reposer et prendre une tension au niveau des 2 bras. Toujours compléter la prise de tension artérielle par une chimie des urines à la recherche de protéines, d'accord? À la recherche de protéines. Normalement, à partir de 2 croix de protéines, on va demander une protéinurie des 24 heures. D'accord? La chimie des urines, c'est un examen, fait partie de l'examen clinique et non pas paraclinique. Faites attention, d'accord? Chimie des urines, c'est un examen clinique. Normalement, vous allez faire également une pesée. Lors de chaque consultation, vous allez peser votre femme. Pourquoi? Les œdèmes vont être responsables d'une prise de poids excessive. Des fois, vous allez tomber sur des femmes qui sont infiltrées,
bouffi au niveau des mains, le visage. La femme vous rapporte le signe de la bague. Elle vous dit, j'arrive pas à porter mes bagues. Pourquoi? Parce qu'elle est infiltrée. C'est un signe qui va vous orienter vers l'HTA prééclampsie. Par contre, les œdèmes isolés ne sont pas significatifs. D'accord? Il y a des œdèmes physiologiques au cours de la grossesse. Quand est-ce qu'on suspecte la prééclampsie? Quand est-ce qu'on parle de prééclampsie? Lorsque ces œdèmes vont s'associer à des chiffres tensionnels élevés. D'accord? Œdèmes isolés ne sont pas significatifs. Les œdèmes, lorsqu'ils font partie donc d'un tableau clinique fait de chiffres tensionnels élevés, protéinurie significatifs, donc c'est la prééclampsie. C'est clair? Donc, attendez. On a dit que le seuil c'est 300 mg. Les facteurs de risque c'est la nulliparité. Pourquoi? On a dit c'est le phénomène immunologique, l'HTA chronique, etc. Le diagnostic, on va également rechercher à l'interrogatoire. Donc la première des choses, vous allez mettre votre gestante au repos, faire une prise de tension, faire une chimie des urines, commencer l'interrogatoire. Donc l'âge, les antécédents, d'accord? La présence de signes neurosensoriels, c'est-à-dire céphalée, phosphène, acouphène, c'est quoi? C'est les troubles visuels ou bien les troubles auditifs. D'accord? On appelle, c'est des signes fonctionnels prémonitoires. C'est les signes prémonitoires d'une crise d'éclampsie. C'est-à-dire, en absence de prise en charge, on craint l'apparition d'une crise d'éclampsie. C'est des signes neurologiques mineurs. D'accord? C'est le début de la souffrance cérébrale. D'accord? C'est des signes neurologiques mineurs qu'on doit rechercher premièrement par l'interrogatoire. Les céphalées, les phosphènes, acouphènes, c'est les troubles visuels, d'accord, le flou visuel et les acouphènes. La prise de poids récente, on a parlé de ça, et les œdèmes au niveau des membres et des mains. L'examen clinique et le bilan biologique, rapidement. Donc, le bilan biologique. Normalement, on a dit qu'on peut avoir une souffrance au niveau du foie, au niveau du rein, d'accord? On doit demander un bilan rénal, fonction rénale, on doit explorer la fonction rénale, c'est-à-dire l'urée, la créatinine, d'accord, l'acide urique, protéinurie des 24 heures. Explorer le foie en demandant donc azat alat, d'accord. Rechercher une hémolyse. Le mécanisme physiopathe de l'hémolyse, c'est quoi en fait? On a dit qu'au cours de l'HTA, vous allez avoir des lésions vasculaires endothéliales diffuses. Pourquoi? C'est le fait des métabolites toxiques libérés lors de l'ischémie placentaire. Vous allez avoir des lésions de l'endothélium vasculaire. Lors du passage des hématies au niveau d'un vaisseau qui est lésé, on peut avoir une hémolyse par mécanisme qui est purement traumatique, qui va se manifester cliniquement par une hémolyse. C'est clair? On a dit qu'au cours de l'HTA, au cours de la prééclampsie, vous allez avoir une ischémie placentaire. Libération de toxiques, de produits de radicaux libres, produits toxiques dans la circulation, qui vont entraîner des lésions de l'endothélium vasculaire. Les globules rouges, lors de leur passage au niveau d'un vaisseau qui est lésé, on peut avoir une hémolyse par mécanisme qui est purement traumatique. D'accord? On va demander une formule. On va rechercher également une thrombopénie. Pourquoi la baisse des plaquettes? Pourquoi? Parce qu'on a dit au début que le placenta va sécréter des prostacyclines anti-agrégants plaquettaires, très bien, qui vont s'opposer à l'action du thromboxane. On a dit, le placenta ne va pas bien fonctionner, pas de prostacycline, donc risque d'anomalie au niveau des plaquettes thrombopéniques, qui va se manifester par une thrombopénie. C'est ça le mécanisme physiopathe. Donc, le bilan, à la recherche d'une hémolyse, thrombopénie, on va demander une formule, on va explorer la fonction rénale, urée, créa, acide urique, protéinurie des 24 heures, et la fonction hépatique, c'est les azates alates surtout, à la recherche d'une cytolyse hépatique. C'est clair? C'est clair ou non? N'hésitez pas à poser des questions. Donc, c'est très important, les critères de sévérité. Quand est-ce qu'on parle de prééclampsie sévère? C'est des critères qui sont bien définis. La présence d'au moins d'un critère va définir donc une prééclampsie sévère. D'accord? Parce que pourquoi on va définir ces critères? Généralement, lorsqu'il y a l'un de ces critères, on est ramené à faire une interruption de grossesse. On doit arrêter la grossesse. Pourquoi? Parce que le pronostic maternel sera en jeu. Lorsqu'on est ramené à choisir entre pronostic maternel et pronostic fœtal, il faut toujours choisir le versant maternel. D'accord?
dans votre raisonnement, si vous avez des signes de gravité qui mettent en jeu le pronostic vital maternel, je vais pas m'amuser à poursuivre la grossesse pour garder un bébé alors que je risque la mort maternelle. C'est logique. Les critères de sévérité. Premièrement, une HTA sévère. C'est des chiffres qui dépassent les 16 et ou toujours 11. D'accord? Vous faites votre prise de tension, vous tombez sur des chiffres à 18, 11 par exemple. Donc c'est une prééclampsie sévère. Vous avez l'atteinte rénale. Cliniquement également, vous pouvez interroger votre gestante sur la quantité des urines, la diurèse. La diminution de la diurèse, c'est un signe de gravité. Ça témoigne de la rétention toujours hydrosodée. Oligurie inférieure à 500 millilitres par 24 heures. Une créatinine supérieure à 135 millimoles par litre ou bien une protéinurie supérieure à 5 grammes 24 heures. Comment faire la protéinurie? On va demander à notre gestante de faire une collecte urinaire sur les 24 heures. D'accord? Elle va collecter ces urines et on va les envoyer au laboratoire pour quantifier la quantité de la protéinurie sur les 24 heures. Elle doit jeter aucune goutte. D'accord? Le tout doit être collecté et envoyé au laboratoire. Troisièmement, l'OAP. C'est quoi l'OAP? L'œdème aigu du poumon. Cliniquement, il va se manifester comment? Dyspnée, encore. Dyspnée, tout. C'est un prérequis. L'OAP. Les manifestations cliniques. Aïe. Des crépitants, des râles crépitants à l'auscultation. Tout, la toux, avec des crachats. Mousseuse. Dyspnée. Selon vous, est-ce qu'il peut survenir chez la femme jeune sans antécédent, qui va développer une HTA gravidique au cours de la deuxième moitié de la grossesse, ou bien chez la multipare qui a une HTA chronique? C'est une complication de l'HTA chronique ou bien gravidique. Pourquoi? Justifié. Qui dit HTA chronique? La physiopathe de cette OAP, c'est quoi? C'est une défaillance du ventricule gauche. C'est la défaillance du VG. Anomalie de la perméabilité capillaire et l'installation de l'œdème au niveau du poumon. C'est ça la physiopathe. Or, la femme jeune, sans antécédent, elle n'a pas de problème au niveau de son cœur. D'accord? Elle n'a pas de problème de dilatation du VG. Donc c'est une complication propre à l'HTA chronique. En général, c'est la multipare. Multipare avec HTA chronique, elle risque de faire un OAP au cours de la grossesse. C'est un signe de gravité. Le HELP syndrome, on va revenir sur ça. L'éclampsie, la crise d'éclampsie ou bien les troubles neurologiques dont on a parlé tout à l'heure qui sont rebelles au traitement. On va instaurer le traitement, mais persistance ou bien aggravation des céphalées, le flou visuel, d'accord, votre femme elle est obnubilée, c'est un signe de gravité. Thrombopénie et HRP. Est-ce que vous avez fait le cours de l'HRP? Pas encore. L'HRP, c'est quoi? C'est hématome rétroplacentaire. Cet HRP va entraîner une interruption des échanges maternaux-fœtales. D'accord? Principal facteur de risque, c'est l'HTA gravidique. Et vous allez faire ça encore au cours de votre cours d'HRP. D'accord? Ou bien la présence également d'un retentissement fœtal. La diminution de la perfusion de l'unité utéroplacentaire va se manifester chez le fœtus par un retard de croissance. Diminution de la perfusion. Donc c'est une souffrance chronique. Cette souffrance chronique va s'exprimer donc par un retard de croissance généralement associé à une quantité réduite de liquide amniotique qu'on appelle oligoamnios. Le contraire c'est l'hydramnios. D'accord? C'est une souffrance chronique, donc la croissance va être altérée et vous allez avoir un retard de croissance. Cliniquement, on va suspecter cliniquement ce retard de croissance par, qu'est-ce qu'on va faire? La mesure de l'hauteur utérine. Très bien, vous allez tomber sur une hauteur utérine qui est insuffisante par rapport à la gestationnelle. Comment calculer la hauteur? Comment calculer la hauteur utérine? On va prendre un mètre ruban. La femme elle est allongée. On va mesurer la distance entre symphyse pubienne et fond utérin. D'accord. Normalement, les chiffres, donc les valeurs normales de cette hauteur utérine, vous allez prendre l'âge gestationnel en semaine d'aménorrhée, moins 4. Vous allez tomber sur la normale. Par exemple, pour une grossesse de 36 semaines d'aménorrhée,
36 moins 4, c'est 32. La hauteur normale, elle est à 32 cm, par exemple. D'accord? Si vous tombez sur une hauteur utérine qui est inférieure à la gestationnelle, par exemple, c'est une grossesse de 34 semaines, normalement, je vais avoir une hauteur à 30 cm. Or, moi, lors de ma mesure, je vais trouver donc 26 cm. La première des choses, il faut penser à une erreur du terme. La datation de la grossesse. Donc, je dois réinterroger la malade pour calculer exactement l'âge de la grossesse à partir de la DDR et d'une échographie réalisée au premier trimestre qu'on appelle échographie précoce ou bien l'échographie de datation. Elle est plus fiable. Vous allez encore voir ça dans le cours du dépassement de terme, la datation de la grossesse. Donc, la première des choses, devant une hauteur insuffisante, je dois éliminer une erreur du terme et je dois penser donc à la présence d'un retard de croissance intra-utérin associé à une diminution de la quantité du liquide ou bien oligo-amnios. C'est clair? C'est clair ou pas? C'est simple. Le bébé, il est mal perfusé, d'accord? Donc, il va souffrir, il va pas avoir une croissance normale. C'est le retard de croissance intra-utérin. On va commencer par les formes sévères. Premièrement, l'éclampsie. L'éclampsie, c'est quoi? C'est une crise généralisée, tonico-clonique. D'accord? Il peut s'agir d'une crise unique ou bien répétée. Vous pouvez avoir la succession de plusieurs crises convulsives. D'accord? Elle est secondaire à quoi? C'est la souffrance cérébrale, c'est l'œdème cérébral. Elle est toujours précédée par des signes annonciatrices. D'accord? Elle va s'annoncer par des signes qui sont les signes neurologiques mineurs dont on a parlé tout à l'heure. C'est pour ça c'est très important de les rechercher à l'interrogatoire. Madame, est-ce que vous avez des céphalées? Est-ce que vous avez des bourdonnements d'oreilles? Un flou visuel? C'est des signes neurologiques mineurs qui vont précéder donc la crise d'éclampsie. En absence de prise en charge, la femme sûrement va faire une crise d'éclampsie. D'accord? C'est une crise convulsive, tonico-clonique généralisée. Donc, vous allez également rechercher parmi les signes, oui c'est très important cliniquement, parmi les signes neurologiques mineurs, c'est les rotes, les réflexes ostéotendineux qui vont être vifs. Ça fait partie également des signes annonciateurs. Sa survenue, elle est imprévisible. On peut avoir une crise d'éclampsie en anténatal, c'est-à-dire au cours de la grossesse. Anténatal, avant l'accouchement. Anténatal, c'est avant l'accouchement. Au cours du travail, d'accord, en salle de naissance, on a vu beaucoup de crises d'éclampsie. Ou bien dans les 7 jours du postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Pourquoi? Parce que le retour à la normale, après la délivrance, en fait, le seul traitement efficace de l'HTA gravidique, c'est la sortie du placenta, c'est la délivrance. Parce que c'est la cause de cette HTA gravidique. Or, les perturbations biologiques peuvent persister, d'accord? On peut avoir une crise dans les 7 jours du postpartum. Donc, surveillance, 3 croix sur la surveillance dans le postpartum. En absence de traitement, on a dit que la crise, elle peut récidiver, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? La conduite à tenir. On va faire appel donc à nos amis réanimateurs pour participer donc à la prise en charge. Premièrement, la transférer en réanimation, mettre une canule à l'intérieur de la bouche. Pourquoi? Qu'on appelle la canule de Guedel. Pourquoi vous mettez une canule? Très bien, pour éviter la morsure de la langue. On a dit c'est une crise, c'est à peu près la même chose que la crise d'épilepsie. Ça fait partie des diagnostics différentiels déjà. D'accord? C'est la même chose. Donc vous allez avoir le risque de morsure de la langue. Le premier réflexe est de mettre donc une canule à l'intérieur de la bouche pour éviter la morsure. Qu'est-ce qu'on va faire également? Une voie d'abord veineuse. On va injecter du diazépam ou bien le Valium et mettre un traitement qui est un peu spécifique qu'on appelle sulfate de magnésium. Donc le but, en fait c'est un traitement préventif qui doit être mis en route dès l'apparition des signes neurologiques mineurs. C'est un traitement préventif de la crise pour éviter la survenue de crise d'éclampsie. Et ce traitement également doit rester en dose d'entretien pour éviter la récidive. Pour éviter la récidive des crises. Donc vous allez mettre une dose de charge, c'est 4 grammes sur 20 minutes par voie intraveineuse, puis 1 gramme par heure, c'est une dose d'entretien pour éviter la récidive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va stabiliser notre femme enceinte ou bien notre gestante, on va la stabiliser. Par la suite, on va passer au traitement obstétrical.
L'apparition, donc si votre femme fait une crise d'éclampsie, c'est un signe de gravité qui impose l'interruption de la grossesse. Il faut arrêter la grossesse. On a dit que lorsque vous avez un pronostic maternel mis en jeu, c'est la femme qui prime, c'est pas le bébé, d'accord? Quel que soit l'âge de la grossesse, en général, en fonction des conditions, mais généralement, ce sera une césarienne. Pourquoi la césarienne, elle est plus rapide? Le travail, s'il vous plaît, fermez les fenêtres. Fermez les fenêtres, s'il vous plaît. Donc, le travail, bien l'accouchement, il peut prendre des heures, d'accord? Il peut être lent. Vous risquez donc les complications, vous risquez la récidive de la crise, etc. En général, on fait une césarienne devant la crise d'éclampsie. Sauf si, bien sûr, qu'il s'agit d'une multipare qui est bien avancée, on peut tenter l'accouchement par voie basse. Mais généralement, ça sera une césarienne. Donc, c'est bon pour la crise d'éclampsie. On va passer à l'HRP. On a dit, c'est un hématome situé entre placenta et utérus qui va entraîner une interruption des échanges maternaux-fœtaux. En fonction de l'étendue de cet hématome, vous allez avoir au début une souffrance qui va se traduire par une anomalie du rythme cardiaque fœtal. Donc, cliniquement, vous allez avoir des anomalies du rythme cardiaque fœtal. Et au stade ultime, en absence toujours de prise en charge rapide, on peut avoir la mort in utero. Vous allez voir tout ça au cours de votre cours d'HRP. L'essentiel, je vais vous poser une question. Quel est le pourcentage du décollement placentaire qui peut entraîner la mort in utero? À partir de quel pourcentage? Le tiers, le quart du placenta qui peut entraîner la mort in utero? D'accord? Vous me préparez cette question. Quelle est l'étendue de l'hématome qui peut entraîner la mort in utero? Au début, lorsque le décollement ou bien l'hématome il est petit, si on peut dire ça. Lorsqu'il s'agit d'un petit décollement, vous allez avoir une souffrance. Le décollement va s'étendre, d'accord? L'hématome va s'étendre. À partir de quel pourcentage vous allez avoir une mort fœtale in utero? L'HRP fait partie, donc les principaux, pardon, l'HTA fait partie des principaux facteurs de risque d'HRP, d'accord? Et la prévention, toujours, on va voir par la fin, c'est la prescription de l'aspégique. HELP syndrome. C'est bon jusque-là? C'est clair? Donc, pour le HELP syndrome, la même chose, il peut survenir en prépartum, c'est-à-dire au cours de la grossesse, et même après l'accouchement. C'est comme pour la crise d'éclampsie. Il va associer, c'est une définition qui est purement biologique, c'est un syndrome biologique, d'accord? C'est pas un syndrome clinique. Biologiquement, hémolyse, on a déjà parlé de ça, cytolyse hépatique, les azates-alates sont supérieurs à 2 fois la limite supérieure de la normale, et vous allez avoir également une thrombopénie, c'est-à-dire un taux de plaquettes inférieur à 100 000. On peut avoir les 3 éléments à la fois. Hémolyse, cytolyse, thrombopénie, l'association des 3. C'est un HELP, on dit qu'il est complet. Par contre, on peut avoir des formes partielles. Par exemple, l'association d'une hémolyse cytolyse seulement, pas de thrombopénie. Ou bien le cas contraire. On peut avoir une cytolyse thrombopénie, sans hémolyse. Cette fois-ci, c'est des HELP partiels. En fait, ce HELP, c'est l'abréviation de quoi? HELP, c'est hémolysis. Elevated, c'est elevated, c'est-à-dire élevé. Liver enzyme, c'est les enzymes du foie. Low, c'est des plaquettes qui sont basses. Low platelet, d'accord? C'est un syndrome qui est purement biologique. Hémolyse, cytolyse, thrombopénie. Ou bien l'association seulement des 3 paramètres. Il peut se compliquer de troubles de l'hémostase type CVD, ou bien, surtout, c'est la complication gravissime, c'est l'hématome sous-capsulaire du foie. Le stade ultime de ce HELP syndrome, le stade le plus grave si on peut dire ça, vous pouvez avoir l'installation d'une hémorragie intrahépatique qui va être collectée sous forme d'un hématome, qui va mettre en jeu le pronostic vital. Elle va imposer également l'interruption de la grossesse en urgence. Il y a un risque d'hémorragie gravissime. Si vous touchez à l'hématome, vous allez provoquer la mort subite. D'accord? Il faut faire appel, donc il ne faut pas toucher à l'hématome, juste faire en général votre césarienne, extraction fœtale, et jeter un coup d'œil, de préférence en assistance avec un chirurgien. S'il y a un saignement actif, il va faire ce qu'on appelle un packing. Il va prendre des champs, il va les comprimer, et on va comprimer l'hématome pour éviter son extension. Il faut pas le toucher. S'il n'y a pas de saignement, il faut le respecter. Après extraction fœtale, le tout va revenir à la normale. D'accord?
mais c'est une complication très grave. Risque d'hémorragie interne et de mort subite. D'accord? C'est clair? C'est le stade ultime de la souffrance hépatique. Des questions? C'est clair ou pas? Je sens que vous êtes un peu perdus. Je sais pas. Malgré ce que c'est simple. Des questions? Exprimez-vous. On a parlé déjà du retentissement fœtal. On a dit que la perturbation des échanges, ou bien la diminution de la perfusion utéroplacentaire va retentir sur la croissance du fœtus. Donc, on va la détecter, premièrement cliniquement, hauteur utérine insuffisante. Deuxièmement, échographiquement, on va mesurer les différents segments du corps fœtal. On va mesurer le cerveau, le tronc, d'accord, et le fémur. On va quantifier le liquide amniotique et on peut faire également au cours de notre examen échographique ce qu'on appelle un Doppler. C'est l'étude des vaisseaux utérins, d'accord, de l'artère ombilicale et de l'artère cérébrale. Ce Doppler utérin, ce Doppler obstétrical, en fait, il fait partie des éléments décisionnels, donc pour prendre la décision d'extraction fœtale. Vous allez, dans les formes sévères, vous allez tomber sur des anomalies du Doppler obstétrical, d'accord. Vous allez faire également, au cours de votre examen échographique, une évaluation du bien-être fœtal par ce qu'on appelle le score biophysique de Manning, d'accord. Vous allez évaluer le rythme cardiaque fœtal, la quantité du liquide, les mouvements actifs fœtaux, les mouvements respiratoires et le tonus fœtal sur 30 minutes. Donc vous allez faire votre échographie, vous allez observer votre fœtus à l'échographie sur 30 minutes. Vous allez évaluer ces 5 paramètres, d'accord, pour à la fin avoir un score. D'accord. Lorsque le score est inférieur à 4, il faut faire une extraction, c'est-à-dire le bébé il ne va pas bien, en quelque sorte. D'accord. Si ce score est supérieur à 4, donc on va dire que notre score de Manning, il est favorable. Vous allez utiliser également ce score lors des grossesses prolongées. Lorsque vous avez une grossesse prolongée, vous devez évaluer votre bien-être fœtal toujours avec ce score de Manning. Le même principe. Parce que vous avez le risque de souffrance. Lorsque vous avez une grossesse prolongée, c'est la même chose. Le point commun, c'est le risque de souffrance fœtale. Donc on va essayer de l'évaluer par ce score échographique. C'est clair? La prise en charge, on a dit que le seul traitement efficace, c'est l'extraction fœtale. Parce que le point de départ de notre prééclampsie ou bien notre HTA, c'est l'ischémie placentaire. Après la délivrance, c'est bon. Le tout va retourner à la normale. Ce retour va être bien sûr progressif. En fonction de l'âge gestationnel, donc, lorsque vous avez une prééclampsie qui est précoce, entre 25 et 34 semaines d'aménorrhée. En général, on va essayer de temporiser. Notre objectif, c'est gagner les deux. À la fois la maman et faire arriver votre grossesse, donc un terme qui est supérieur à 34 pour avoir une vitalité fœtale par la suite. D'accord? Pour ne pas perdre votre bébé. Au cours de cette période 25-34, on va faire une surveillance, d'accord, avec une expectative. En absence de signe de gravité, on peut maintenir la grossesse jusqu'à maturité pulmonaire. Au-delà de 34 semaines, normalement on est tranquille parce que la maturité pulmonaire elle est atteinte. On peut faire une extraction fœtale en présence de signes de gravité. D'accord? Mais dans l'intervalle 25-34, on va juste observer, on va surveiller les deux versants, maternel et fœtal. Cette surveillance va être clinique. Attendez. La surveillance va être clinique et biologique. Clinique, c'est toujours la prise de tension, ce qu'on appelle le profil tensionnel. Mesure de tension artérielle, la mesure du poids, toujours la chimie des urines, l'interrogatoire à la recherche de signes neurosensoriels et les réflexes ostéotendineux. D'accord? Biologiquement, c'est toujours le même bilan. D'accord? Bilan hépatique, bilan rénal, formule, à la recherche d'une aggravation. En général, le rythme de ce bilan biologique, on va le répéter chaque semaine. Un bilan par semaine. D'accord? Si vous suspectez une forme qui est sévère, vous pouvez aller jusqu'à 2 fois par semaine. D'accord? C'est clair. En cas de présence de signes de gravité, même si l'âge gestationnel est inférieur à 34 semaines,
le pronostic maternel toujours prime. Faire l'extraction, il n'y a pas de souci. Instaurer une corticothérapie maturative, les corticoïdes accélèrent la maturité pulmonaire. Si vous avez l'installation de signes de gravité, donnez des corticoïdes et faire l'extraction le plus tôt possible. Après 34 semaines, normalement, on est tranquille. D'accord? C'est clair ou non? Oui. Au cours de cette période de surveillance, bien sûr, on va conseiller le repos en décubitus latéral gauche, physique et psychique. Pour le régime, est-ce qu'on va conseiller un régime qui est sans sel, demi-sel, normosodé? Pourquoi? Pourquoi le régime doit être normosodé au cours de l'HTA gravidique? C'est pas le même mécanisme physiopathe de l'HTA qui est de l'adulte, d'accord? Au cours de notre HTA gravidique, on a dit, si vous donnez moins de sel, d'accord? Si votre gestante prend un régime sans sel ou bien diminué en sel, vous allez aggraver la rétention hydrosodée. D'accord? Vous allez aggraver les œdèmes. Donc le régime doit être normosodé. Repos, physique et psychique, régime normosodé, et bien sûr traitement anti-hypertenseur. On va commencer par la voie orale. Vous avez beaucoup de médicaments. Généralement, on commence par l'alpha-méthyldopa qui est l'aldomètre, un antihypertenseur à action centrale. La dose minimale, elle est de 1 comprimé x 3 par jour, à ajuster en fonction des chiffres tensionnels. D'accord? Vous allez commencer le traitement et vous allez surveiller la tension artérielle. Il faut pas faire trop baisser la tension artérielle, parce que vous allez encore aggraver l'hypoperfusion. Si vous provoquez une hypotension, donc vous allez encore aggraver l'hypoperfusion utéroplacentaire. D'accord? Il faut que l'objectif à obtenir, c'est une pression artérielle moyenne entre... Quel est l'objectif à obtenir? Tout d'abord, c'est quoi la pression artérielle moyenne? Vous avez parlé de ça au cours de votre module de cardio, sûrement. Pression artérielle moyenne. Aucun souvenir. C'est 2 fois la pression systolique ou bien diastolique. 2 fois la diastolique plus la systolique sur 3. Non? Vous n'avez pas parlé de ça? Pression artérielle moyenne. Normalement, elle doit être comprise entre 105 et 120 mm de mercure. D'accord? C'est l'objectif à obtenir. Pression artérielle moyenne entre 105 et 120 mm de mercure. Il faut pas faire trop baisser la tension. Il faut être dans les normes. On va commencer, on a dit, par l'alpha-méthyldopa, dose minimale, à ajuster en fonction du profil. Lorsqu'on arrive à la dose maximale et toujours vous avez un profil perturbé, on peut faire une association avec un autre médicament. Introduire par exemple la nicardipine ou bien le Loxène, à raison d'une gélule x 2 par jour. Toujours instabilité. Je peux associer un bêta-bloquant, d'accord? Mais lorsqu'on arrive à un certain seuil, on est à la dose maximale et toujours vous avez des pics tensionnels, cette fois-ci on va parler d'échappement thérapeutique. Il fait partie, donc si vous avez un échappement thérapeutique, il faut faire une interruption de la grossesse. On n'a pas le choix. On n'arrive pas à équilibrer cette HTA, donc c'est une HTA sévère qu'on n'arrive pas à contrôler, il faut interrompre la grossesse. La femme, elle peut faire un AVC, d'accord? Elle fait, par exemple, un pic à 20, 12, à 20, 13, elle peut faire un AVC. Donc, je vais pas jouer, je vais pas m'amuser, et je vais directement faire une interruption. Si mon traitement, il est bien conduit. Quand est-ce que vous allez faire une admission en service de GHR pour une femme qui a une HTA gravidique? Les critères. Les critères pour faire une admission. Quand est-ce que je vais faire une admission? Les chiffres tensionnels élevés, on a dit tout à l'heure, supérieur à 16, c'est un signe de gravité. La présence de signes neurosensoriels, la présence de perturbations biologiques, un HELP syndrome, d'accord? L'admission pour une interruption de grossesse, c'est-à-dire la femme elle a bien évolué, elle était bien stable au cours de la grossesse, elle est arrivée à 36-37, je vais l'admettre pour la faire accoucher, d'accord? Mais en général, si vous avez des signes, des chiffres tensionnels élevés, on va commencer par le traitement parentéral. Il faut rapidement baisser la tension artérielle. D'accord? Le cours est à 10 heures. La dernière fois. Donc, chiffre tensionnel élevé, c'est le traitement parentéral. Après stabilisation, on va passer à la voie
Oral, c'est clair. Si vous avez des signes neurosensoriels, instaurez le traitement préventif qui est le traitement préventif de la crise. Aucun souvenir. Je suis comme. Qui est le sulfate de magnésium. On a déjà parlé de ça. Donc, dès que j'ai des signes neurosensoriels, je dois mettre en route un traitement à base de sulfate pour prévenir la crise d'éclampsie. Faire baisser la tension, mise en condition, repos en DLG, et je vais lancer mon bilan biologique à la recherche de signes de gravité. Devant un HRP, un HELP syndrome, une éclampsie, un OAP, je dois interrompre la grossesse. C'est des signes de gravité mettant en jeu le pronostic vital. J'insiste sur ça. D'accord? Pour la surveillance fœtale, ça sera toujours donc une surveillance échographique, une courbe de croissance. On va surveiller la croissance fœtale, la quantité du liquide amniotique. On va faire un enregistrement du rythme cardiaque fœtal qu'on appelle ERCF, d'accord? Score de Manning, bien sûr. Et au cours de la période entre 24 et 34, on a dit que ça sera une surveillance et en présence de signes de gravité, je peux instaurer la corticothérapie. 12 mg d'hexaméthasone en IM à renouveler après 24 heures. D'accord? Pour accélérer la maturité pulmonaire en vue d'une extraction prématurée. En cas d'aggravation, bien sûr, si je vous donne l'exemple, par exemple, d'une gestante qui est admise au GHR, qui a une grossesse de 35 semaines d'aménorrhée, vous allez faire votre échographie, c'est un retard qui est sévère, d'accord, avec une quantité réduite, un oligoamnios également qui est sévère, un ERCF, un rythme cardiaque qui est pathologique, donc je dois faire l'extraction. Parce que le stade ultime de la souffrance chronique au cours de l'HTA va être la mort in utero, en absence de prise en charge. Donc cette souffrance, le bébé il va lutter, il va essayer de lutter au maximum, mais arrivé à un certain poids, donc il va s'épuiser, il va mourir. D'accord? Parfois, il y a des femmes qui sont non suivies, d'accord, qui nous arrivent au stade de complication. Vous allez tomber sur un HELP syndrome avec une mort fœtale in utero, alors qu'elle n'était pas ni suivie, ni sous traitement d'hypertension. D'accord? Arrivée au stade de complication. La voie d'accouchement, ça dépend de plusieurs paramètres. Tout d'abord, c'est l'âge de la femme, la parité, l'examen du bassin, l'estimation du poids fœtal, la quantité du liquide amniotique, d'accord, le rythme cardiaque fœtal, etc. On peut faire un accouchement par voie basse, c'est possible, comme on peut faire une césarienne. Je vous donne l'exemple. Vous avez par exemple une primie, une femme qui est primigeste, arrivée à 36-37 semaines d'aménorrhée, avec un col utérin qui est, le col il est fermé, d'accord. Vous avez un retard de croissance, une estimation du poids fœtal qui est moins de 2 kg, avec une quantité réduite de liquide amniotique. En général, je vais pas m'amuser, d'accord, je vais faire une césarienne. Pourquoi? Déjà, il y a un retard qui est sévère, une quantité réduite de liquide amniotique, donc le travail va être à sec, la quantité elle est réduite, et en plus j'ai un col qui est défavorable pour un déclenchement, d'accord. Donc généralement je vais opter pour la voie haute. Le cas contraire, j'ai une multipare qui a déjà accouché 3 ou 4 fois, avec un bébé estimé entre 2 kg, 2,5 avec une quantité suffisante de liquide amniotique, un col utérin à 2 cm, 3 cm, donc je peux faire un déclenchement. D'accord? Donc c'est le cas par cas. Il n'y a pas une règle générale. C'est en fonction des conditions obstétricales. En fonction également de la présence de signes de sévérité. On a dit que pour, par exemple, la crise d'éclampsie, généralement, c'est la voie haute. L'HRP également. Vous allez voir ça. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Si on tombe sur un bébé qui est vivant avec un HRP, il faut rapidement faire l'extraction. D'accord? Il faut sauver ce bébé. Parce que l'hématome va s'étendre et vous allez avoir une interruption des échanges. C'est clair? Donc, on peut avoir un déclenchement, on peut avoir une voie haute. Le postpartum. Qu'est-ce qu'on va faire dans le postpartum? Toujours, on doit poursuivre la surveillance. On a dit que le risque de crise d'éclampsie, de HELP syndrome peut persister. D'accord? Donc, toujours demander un bilan biologique dans le postpartum. Rechercher une HTA persistante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer la surveillance de la tension artérielle ou bien le profil tensionnel. On va réduire votre dose de traitement progressivement.
D'accord? Normalement, s'il s'agit d'une HTA gravidique, vous allez rapidement le retour à la normale. L'HTA chronique, vous allez avoir la persistance donc la persistance de l'HTA, donc elle doit poursuivre son traitement. Juste pour les médicaments, il y a deux classes thérapeutiques qui sont contre-indiquées au cours de la grossesse. C'est quoi? Les ARA2 et les IEC, diurétiques. D'accord? Les diurétiques parce qu'ils vont aggraver l'hypovolémie et les autres parce qu'ils sont tératogènes. D'accord? Donc à éviter. Ils sont contre-indiqués au cours de la grossesse. Pour l'allaitement, est-ce qu'elle peut allaiter avec l'alpha-méthyldopa et la nicardipine? C'est une question pour vous, pour la prochaine fois. Est-ce que l'allaitement est autorisé ou bien contre-indiqué? Vous allez être affronté à ce genre de questions. Futur médecin, donc après l'accouchement, la femme va vous poser beaucoup de questions. Docteur, est-ce que je vais poursuivre mon traitement? Est-ce que je peux allaiter? D'accord? Est-ce que je peux prendre telle ou telle contraception? Donc il faut avoir des réponses. D'accord? C'est clair. Donc si par exemple, pourquoi on a parlé des médicaments contre-indiqués? Si par exemple il s'agit d'une femme qui est hypertendue chronique, connue, elle est sous IEC par exemple. Avant de tomber enceinte, normalement, elle doit consulter son cardio, d'accord, pour lui faire expliquer dès le diagnostic de la grossesse, il faut faire un changement, il faut changer de traitement pour éviter donc le risque malformatif. C'est clair? Donc dès qu'elle est enceinte, elle doit consulter son cardio pour changer le traitement. En général, pour l'alpha-méthyldopa, nicardipine, la bétolone, on n'a pas de problème au cours de la grossesse. C'est clair? Pour la contraception, on va encore parler de ça en détail pour demain, mais généralement, il faut, dans le postpartum, que ce soit une femme hypertendue ou non, éviter la contraception qui contient des oestrogènes. D'accord? Parce qu'il y a un risque thromboembolique dans le postpartum. La grossesse, elle est thrombogène. D'accord? En dehors de l'HTA. Donc, postpartum immédiat, en général, on va utiliser juste les progestatifs, qu'on appelle les microprogestatifs. Communément appelés, donc vous entendez parler, c'est pas de la pub, hein, Cerazette, Microval, etc. C'est la contraception du postpartum immédiat. Par la suite, on peut changer. Mais, en cas d'HTA, il faut éviter tout ce qui contient de l'oestrogène. Parce que ça risque d'aggraver l'HTA. Donc la contraception qui contient tout type de contraception contenant de l'œstrogène est contre-indiquée. On peut conseiller les méthodes naturelles. On peut mettre un dispositif intra-utérin. On peut mettre un implantant. On va encore détailler ça, mais éviter les œstroprogestatifs. C'est clair? D'accord? Donc pour la prévention, qu'est-ce qu'on doit prescrire comme prévention de l'HTA? J'ai parlé de ça au début. De l'aspégique. Aspégique ou bien de l'aspirine à faible dose, c'est très important, à faible dose, elle sera administrée généralement à 100 mg par jour entre 14 et 34 semaines d'aménorrhée, d'accord? Son action, c'est surtout anti-agrégant plaquettaire. C'est pour ça qu'elle est utilisée dans la prévention de l'HTA. Des questions? C'est les femmes à risque. Les femmes à risque doivent bénéficier donc d'une prévention à base d'aspirine à faible dose, entre 14 et 34 semaines. D'autres questions? D'autres questions? C'est clair? C'est simple normalement. Donc l'objectif pour vous, c'est quoi? On va récapituler. Donc vous êtes, que ce soit médecin généraliste ou spécialiste, ça n'empêche. Donc vous êtes face à une femme enceinte qui vient lors des consultations donc de suivi de grossesse. La première des choses, faire une prise de tension au repos, faire une chimie des urines, d'accord, faire une pesée, c'est très important de peser votre femme enceinte, d'accord. Chiffre tensionnel élevé supérieur à 14 et ou 9 à partir de 20 semaines, c'est une HTA gravidique. Avant, c'est une HTA chronique, d'accord. Protéinurie significative, c'est une prééclampsie. Recherchez toujours les signes de gravité, commençant par les signes neurologiques mineurs à l'interrogatoire clinique, d'accord. Puis les signes biologiques, toujours explorer le foie à la recherche d'une cytolyse, le rein, d'accord, parce qu'on peut avoir une insuffisance rénale, interroger sur la quantité de la diurèse également, et l'hémolyse, d'accord. La présence de signes de gravité mettant en jeu le pronostic vital maternel, extraction fœtale. D'accord? On va pas jouer. C'est clair? Des questions?
C'est bon? Donc on va faire une petite pause et on va passer au diabète. D'accord?